Bonjour à tous, ici Linda, fondatrice du cabinet conseil Les Petits Commencements. Je le rappelle, Les Petits Commencements est un cabinet conseil en dynamiques entrepreneuriales, potentiel et neurosciences. Alors, comme vous le savez, depuis plusieurs sessions maintenant avec Michael, nous avons choisi d'aborder des concepts communs à nos deux entités, à nos deux orientations, à savoir d'un côté l'éducation et de l'autre le consulting. La dernière fois, nous avons abordé le thème de l'intelligence, ou devrais-je plutôt dire des intelligences, comme Michael nous l'a si bien rappelé la dernière fois. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, je vous laisse le soin d'aller écouter notre précédent podcast. En tout cas, je vous remercie au nom de toutes les deux encore infiniment de votre fidélité, infiniment de vos encouragements, infiniment de l'accueil que vous réservez à nos chroniques à chaque fois. J'avais promis la dernière fois de vous mentionner l'expérience sur la Pigerty. La Pigerty qui est une pie européenne et que des biopsychologues ont étudié en Allemagne en 2006 afin de comprendre un petit peu ce qui se passait dans sa tête et afin de pouvoir en tirer une conclusion surtout. En fait, ils ont placé la Pigerty devant un miroir après lui avoir préalablement caché la tête avec un petit sac et collé un tout petit bout de post-it jaune sur son pelage noir au niveau de son poitrail. Et après avoir ôté le petit sac de sa tête, les chercheurs ont cherché à voir ce qu'il se passait. Ils ont découvert qu'en se regardant dans le miroir, la Pigerty cherchait automatiquement à se débarrasser de ce petit bout de post-it jaune collé sur son poitrail. Était-ce là une coïncidence ou du pur hasard ? Ils ont voulu en avoir le cœur net en modifiant les conditions de l'expérience. Dans un premier cas, ils ont collé un petit bout de post-it, mais cette fois-ci noir, et ils ont placé la Pigerty devant le miroir. Et dans un deuxième cas, ils ont collé un petit bout de post-it jaune, mais sans placer Gerty devant le miroir. Et qu'ont-ils découvert ? À aucun moment, elle n'a cherché à se débarrasser, cette fois-ci, du petit bout de post-it. Ils venaient de découvrir qu'en réalité, Gerty a passé haut la main ce que les psychologues appellent le test du miroir. Le test, en fait, où l'on prend conscience de soi, où l'on a une capacité d'introspection. C'est un test en général que les humains réussissent à partir de 18 mois. C'est-à-dire que les mois précédents, l'enfant touche le miroir pensant voir quelqu'un d'autre en fait. Et ce n'est qu'à partir de 18 mois environ que l'enfant arrive à comprendre que finalement, le reflet que je vois dans le miroir, c'est moi-même. Ce test n'avait jamais été réalisé sur des oiseaux, puisqu'on pensait que la région corticale des oiseaux était trop petite pour pouvoir réussir ce type d'expérience. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on peut affirmer que on ne peut plus dire cervelle d'oiseau. Les oiseaux sont intelligents. Cette transition par le concept d'intelligence me permet de poser tout de suite le sujet du jour que Michael et moi avons choisi d'aborder, à savoir le potentiel. Qu'est-ce que le potentiel ? Et j'irai même plus loin, quel est ton potentiel ? Est-ce une histoire de passé, de présent, de futur en devenir ? Comment identifier son potentiel ?
qu'on peut aussi qualifier de talent, de don. La définition du Larousse nous dit que le potentiel est un ensemble de ressources dont un pays, une personne, une collectivité dispose et peut utiliser, peut mobiliser. Cela veut bien dire que nous n'utilisons pas toujours notre potentiel. Alors, comment l'identifier et comment le développer? C'est pour toutes ces questions et encore une fois toutes leurs réponses que je vous demande d'accueillir chaleureusement avec moi Michael. Bonjour Michael. Bonjour amis auditeurs, à ce stade, permettez-moi de vous remercier pour votre belle fidélité qui est vraiment très gratifiante pour nous. Bonjour et merci à toi Linda pour l'opportunité que tu me fais de pouvoir encore une fois m'exprimer au micro de ton cabinet Les Petits Commencements. C'est un grand honneur pour moi parce que la profondeur des réflexions que tu induis m'appelle. Et j'ai beaucoup aimé, je dois te le dire, ton approche introductive du jour par rapport à ce que tu as développé. Et je dois te dire que j'ai appris quelque chose à travers cette approche introductive. Et c'est ce que j'aime tout particulièrement à travers les parenthèses réflexives que nous offrons. C'est que j'ai toujours le sentiment d'en sortir embelli et grandi par le fait d'avoir appris quelque chose de nouveau. Et cela me meut de l'intérieur. Alors, par rapport à la question que tu poses aujourd'hui, Linda, du potentiel et par rapport à laquelle tu me demandes d'intervenir et d'exprimer ma pensée, alors oui, de prime abord, effectivement, on doit bien admettre que sous certains rapports, il y a des choses que l'on acquiert en venant au monde, que l'on doit acquérir, des choses qui relèvent de l'acquis. C'est le principe de l'apprenant qui est comme une cire neuve, une cire qu'on peut modeler, une cire sur laquelle on peut mettre une empreinte, apposer des choses. Oui, tout à fait. Alors ça se tient... Par exemple, dans le cadre de l'acquisition d'une langue maternelle, un enfant qui naît au Brésil va parler le portugais, un enfant qui naît en Espagne va parler espagnol, un enfant qui naît en Italie va parler italien, un enfant qui naît en France va parler français. Évidemment que cela, ça relève de l'acquis et que ce sont des choses qui s'acquièrent. De même, par exemple, dans le cadre de l'éducation, l'acquisition de certains codes de comportement, l'acquisition de certaines valeurs familiales, ça, ce ne sont pas des choses innées, ce sont des choses qui relèvent de l'acquis. Et effectivement, sous ce rapport-là, en tout cas, on peut considérer que l'apprenant, que le nouveau-né, enfin voilà, que la question du potentiel peut s'envisager sous le rapport de l'acquis. Je vais maintenant resserrer cette définition du potentiel et permettez-moi de saisir l'instant pour capter votre attention auditive par une envolée poétique. Le poème que je vais vous offrir, je l'apprends à mon fils, car il nous parle de vision. Il nous parle de potentiel. Ce poème s'intitule Le nid de Lucie de la rue Mardru. Sous ces dehors de tendre poésie enfantine, ce poème a, pour qui sait voir, un côté engagé qui ne peut que me plaire. Le nid de Lucie de la rue Mardru. Entre les branches dérangées, j'ai vu le petit nid tout rond. Ses œufs roses sont 3 dragées, dont 3 oiselets sortiront. Les 3 coquilles si bien closes contiennent donc 1000 chansons, et dans les arbres, les buissons, un jour chanteront les œufs roses. Je ne veux pas voler ces œufs, comme font tous ceux de mon âge. J'aime trop les oiseaux joyeux qui gazouillent dans le feuillage.
J'aime ce poème et je le transmets à mon fils car je suis une visionnaire. J'aime ce poème car son essence et sa dimension poétique est visionnaire, puisqu'en voyant le nid, l'on entrevoit 1000 chansons. Ces œufs roses sont 3 dragées, un jour chanteront les œufs roses. 3 oiselets, un potentiel, 1000 chansons. 1000 chansons dans une vision d'enfant. Un enfant, un potentiel, une éclosion. Je souscris à la vision que tout enfant qui vient au monde arrive avec un potentiel à éclore. À nous, parents, de ne pas lui voler ses œufs, de ne pas les briser, de ne pas en faire taire les 1000 chansons à cause d'un de nos jeux d'adultes favoris, le jeu de la course aux apparences, qui en toute réalité n'est qu'un miroir aux alouettes. Aujourd'hui, mon ami, je veux te parler d'un enfant. Aujourd'hui, mon ami, la femme que je suis, la mère que je suis, l'enseignante que je suis, la formatrice que je suis, la chroniqueuse web que je suis, veut te parler d'un enfant. Cet enfant dont je veux te parler est distrait. Il a les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages. Il est un peu dans la lune et sa pensée se balade dans les étoiles. Cet enfant dont je veux te parler ne pense qu'à dessiner. Cet enfant ferait mieux de devenir un peu sérieux enfin. Et puis, il grandit. Il serait temps pour lui de s'intéresser à des choses plus importantes. Soyons un peu rigoureux quand même. Cet enfant dont je veux te parler s'appelle Marc Chagall. Je l'ai découvert, moi, Michael, j'avais à peine plus de 7 ans, dans mon magazine d'enfance que m'offrait toujours ma maman au détour de nos courses hebdomadaires du mercredi matin et de mon escale dans mon rayon préféré, celui des livres. Cet enfant s'appelle Marc Chagall et il ne pense qu'à se mettre de la peinture sur les doigts. Il y a un temps pour des choses plus importantes quand même. Ah, je te le disais justement, cet enfant s'appelle Marc Chagall. Cet enfant a grandi, développé son potentiel et grâce à lui, moi, Michael, à presque tout juste 7 ans, j'ai découvert au-dessus de la ville le paysage bleu, Paris par la fenêtre, tableau de mon enfance. Cet enfant dont je veux te parler s'appelle Pablo Picasso. Il ne vit que pour dessiner. Ses œufs roses, ses petites dragées ont pu atteindre l'éclosion. Et grâce à lui, moi, Michael, mon œil a vu, contemplatif. Il a vu l'enfant au pigeon. Il a vu le rêve, la lecture. Il a croisé, yeux dans les yeux, le vieux guitariste aveugle et la jeune fille à la mandoline que je pourrais presque entendre jouer. Et oui, Pablo Picasso, c'était bien plus que Guernica dans mon manuel d'espagnol de la classe de 4e. Tableau de mon adolescence. Cet enfant dont je veux te parler, qui ne passe sa vie qu'à tout barbouiller et qu'il faut bien ramener sur terre, cet enfant devenu plus grand a libéré son potentiel. Cet enfant s'appelle Jean Monnet. Et moi, Michael, je lui suis redevable. Je lui dois Rouen,
la mer au Havre et le jardin de l'artiste à Giverny. La Normandie est dans mon cœur, puisqu'à peine trentenaire, mon époux et moi nous y rendions dans le cadre de notre poursuite commune d'études universitaires à la formidable université de Rouen. La mer au Havre m'appelait depuis mes ressourçantes promenades familiales au port de Honfleur. Et je n'ai pu m'empêcher de sourire lorsque nous avons volontairement fait ralentir notre voiture de location devant la maison de Claude Monet, site devenu historique. Je n'ai pu m'empêcher d'être contemplative devant le jardin de l'artiste à Giverny, grandeur nature cette fois. Tableau de ma vie de jeune femme, d'épouse, de mère. Et je n'ai pu m'empêcher de me poser une question. Je n'ai pu m'empêcher de me demander ce qui se serait passé. Que se serait-il passé si l'on avait imposé à ces enfants de reléguer leur dessein et avec eux leur rêve au second plan de leur vie? Que serait-il advenu d'eux si on les avait nourris de la croyance que leur art était secondaire, qu'il n'était pas prioritaire? De quel chef-d'œuvre l'humanité aurait-elle été dépossédée? Cet enfant est dans son univers, il est dans son petit monde intérieur, imaginaire. Ne faudrait-il pas l'en sortir quelque peu? Cet enfant s'appelle Jean Giono. Il a une imagination fertile, débordante de vitalité, et il porte en germe en lui un amour profond pour la nature. Souvent dans la vie, nécessité fait loi. Jean Giono grandit, il devient banquier, mais au regard de son véritable potentiel, le feu veille sous la glace, jusqu'au jour où il ose. Il quitte son poste d'employé aux Écritures pour l'écriture avec un E majuscule. Qu'importe, Jean Giono fait fi des conventions sociales. Jean Giono s'affirme et laisse éclore ce potentiel germinatoire qu'il porte en lui et qui deviendra une ode poétique avant-gardiste au développement durable. Et pourtant, Jean Giono n'a d'autre formation en littérature que celle de l'autodidaxie et reste néanmoins, et de surcroît, en marge de tous les courants littéraires de son temps. Tout ce que j'aime, moi, Michael, bien connu que je suis pour ma pensée out of the box, hors des boîtes qui enferment, et pour ma réflexion out of the beaten path, comme dirait l'angliciste, hors des sentiers battus. Jean Giono, je l'ai rencontré alors que j'étais préadolescente. Et depuis le CDI de mon collège de Petit Canal, en Guadeloupe, je pouvais presque côtoyer Panturle et séjourner à ce village d'Aubignan qui devrait renaître grâce au labeur et à la volonté des siens. Jean Giono, je lui dois Regain et je lui dois aussi le petit garçon qui avait envie d'espace. Que les prises de liberté que je suis ne manquent pas de lire à son fils de 6 ans, après que le crépuscule a fait rougir le soleil et que les heures du soir appellent les petits garçons à écouter des histoires. L'amoureuse de la liberté que je suis lit cette histoire à son fils, afin que dès son plus jeune âge lui soit instillé, à travers notre nocturne promenade champêtre, mon goût des rêves, mêlé au parfum d'ode à la liberté qui se répand dans mon sillage et qui meuve de l'intérieur bien de ceux qui m'emboîtent le pas. Ah, j'ai oublié de te dire, mais ça restera entre nous.
Jean Giono a dû mettre un terme à ses études à l'âge de 16 ans. Le baccalauréat, il n'a pas pu le passer. Et pourtant, aujourd'hui, le poète du peuple est dans les sujets du bac. De quoi en remontrer au chantre de la linéarité qu'il pense qu'il n'y a qu'une seule et unique manière de faire les choses. Une manière univoque d'arriver à un but, la leur, la manière dite classique. Petit clin d'œil à mon précédent podcast, Tous intelligents, que je t'invite à écouter si cela n'est pas encore fait. Jean Giono donc, mes œuvres d'adolescente. Et cette petite fille des quartiers pauvres, très tôt confrontée à l'ostracisme social, qui trouve refuge dans sa coquille d'exil littéraire, elle s'appelle Maya Angelou. Envers et contre tout, elle a honoré son potentiel pour la plume. Et moi, Michael, friande de résilience, je lui dois. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Mes œuvres résilientes de jeune femme trentenaire en reprise d'études, en éloignement géographique d'avec ma famille et les miens, jeune maman de surcroît, mes œuvres de jeune femme résiliente. Je voudrais te parler de ce petit garçon afro-américain, né esclave sur les plantations, qui plus tard, ayant gagné la liberté grâce à la proclamation d'émancipation, s'est attelé à implanter des écoles en milieu rural pour ceux de sa communauté qui en étaient dépourvus, parce qu'il avait compris que le potentiel d'une nation, avant de consister en ressources extérieures, est d'abord constitué des potentialités de ceux qui la composent. Il s'appelait Booker Washington. À l'école de Booker Washington a étudié George Washington Carver. L'histoire de George Washington Carver démontre l'importance d'investir dans le potentiel des enfants. George Washington Carver avait pris son départ dans l'existence avec ce que l'on pourrait qualifier de double handicap. Il était né esclave et il était devenu orphelin. Le petit Carver a été adopté à l'abolition et il a grandi dans une ferme. Dès l'âge de 10 ans, il a développé un authentique cœur à cœur avec son créateur. Et en développant ce cœur à cœur avec son créateur, il a découvert un sens à sa vie, trouvé son pourquoi, trouvé sa propre identité. Que s'est-il passé en conséquence ? Eh bien, il ne s'est plus laissé entraver par les limitations extérieures et les faibles moyens et ressources dont il disposait. Il a compris que même s'il était extérieurement pauvre, il portait en lui des cadeaux, des trésors, un dépôt, ce potentiel qui lui avait été confié et il s'est attelé à le faire fructifier. Parmi ces trésors intérieurs, il a découvert l'amour de la nature et très spécifiquement la passion de la botanique. Il a travaillé à partir du matériau qu'il portait à l'intérieur de lui et il s'est documenté, formé jusqu'à devenir un éminent botaniste et un grand scientifique. Il a affiné ce potentiel. Il a œuvré à partir de ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, à partir de cette richesse intérieure qui était l'appel de la nature. Et à partir de la richesse de sa vie intérieure, il a pu considérer la vie extérieure avec un tout autre regard. Il y avait, dans l'environnement de Carver, une modeste culture d'arachides. Et Carver, qui avait compris l'importance du potentiel, et qui avait compris que tout ce qui a été créé l'a été avec un potentiel, a décidé de se pencher sur l'étude du potentiel d'une simple cacahuète. Et interrogé par un journaliste agricole, Carver a dit ceci. Avec mes connaissances en chimie et en physique, je me suis mise au travail pour décomposer la cacahuète. J'ai séparé l'eau, les graisses, les huiles, les gommes, les résines, les sucres,
les amidons, les pectoses, les pentoses, la lysine et les acides aminés. Là, j'avais les composantes de l'arachide toutes étalées devant moi. Puis je suis allée simplement essayer différentes combinaisons de ces composantes dans différentes conditions de température, de pression et ainsi de suite. Le résultat a été l'élaboration de 202 produits, tous fabriqués à base des potentialités découvertes au cœur d'une simple graine de cacahuète, à partir desquelles George Washington Carver a pu servir et faire une différence dans sa communauté. Le potentiel est tout d'abord à l'intérieur. Il n'est pas déterminé par les apparences extérieures. Il est déjà en toi, quoi qu'on dise les apparences. D'ailleurs, le jour où tu perds ton statut, est-ce que tu perds ton potentiel? Le jour où tu n'as plus ton travail, est-ce que tu n'as plus ton potentiel? Le potentiel peut et doit être affiné comme un diamant brut que l'on taille à mesure que l'on en prend conscience, par la formation et par le travail. George Washington Carver avait saisi l'essence de ce principe du potentiel, ce qui lui a permis, en considérant une simple graine, d'en extraire le miracle ordinaire. Je vous disais tout à l'heure que le petit Carver, devenu grand, avait étudié à l'école de Booker Washington, mais pour être plus exact dans ma formulation, je devrais dire qu'il y avait été chargé d'études et de recherches. Ce qui démontre l'importance d'investir dans le potentiel. Booker T. Washington, ascension d'un esclave émancipé, fait partie de mes œuvres d'entrepreneur engagé dans la sphère éducative pour mes enfants, pour les parents dans la foi, pour ceux de mon pays et de la ruralité, mes œuvres d'engagement entrepreneurial. Je pourrais encore vous parler du potentiel de Wolfgang Amadeus Mozart, qui a eu une vie très courte, 35 ans, mais qui, malgré sa brièveté, a laissé une œuvre impressionnante, environ 893 œuvres répertoriées. Dès l'âge de 3 ans, Mozart révèle des dons prodigieux pour la musique et des facultés qui déconcertent son entourage, comme l'oreille absolue et la mémoire eidetique. C'est la faculté de se souvenir d'une grande quantité de choses dans leurs moindres détails. Ce qui est merveilleux dans l'histoire de Mozart, c'est que son père, une fois qu'il a détecté le potentiel avec lequel son enfant est venu au monde, a plongé cet enfant dans un bain d'éducation musicale dès l'âge de 5 ans. Et merci à Léopold Mozart, le père, d'avoir compris qu'en matière de potentiel, l'enfant n'est pas une page blanche sur laquelle on va imprimer de manière transférique ses propres aspirations, ambitions, conceptions de la réussite. Sinon, l'enfant ne va vivre que par procuration et il peut se louper. Que se serait-il passé si le père de Mozart avait décidé qu'il s'agissait d'une page blanche, que la musique serait un art secondaire, un simple exutoire, et qu'il orienterait les prodigieuses capacités de son fils pour être astronaute ou physicien, par exemple? Ça aurait été une catastrophe. Ses œufs à éclore lui auraient été volés. Et il semblerait que ce père ait en plus usé envers son fils d'une subtile pédagogie. Contrairement par exemple au père de Ludwig van Beethoven, qui lui aussi a poussé son fils quand il a détecté son talent naturel pour la musique, mais avec des motivations douteuses, c'est-à-dire qu'il a poussé l'enfant, alors oui, dans ses talents, certes, et heureusement, mais avec un rigorisme, un autoritarisme, une dureté qui moralement n'ont pas été des attitudes saines pour Ludwig van Beethoven et qui l'ont même bloqué et parfois fait connaître des expériences infructueuses. Encore qu'il était tout de même dans l'expression de son talent naturel. Mais vous imaginez,
pousser un enfant avec rigorisme et dureté, qui plus est dans une voie qui n'est pas la sienne, et alors qu'il n'est pas fait pour ça, parce que l'on projette sur lui l'image que l'on aurait aimé qu'il renvoie, eh bien, ses œufs ne pourront jamais éclore. L'amour qu'un parent porte à ses enfants devrait toujours rester inconditionnel. C'est aux prémices d'une saine construction de soi. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour réformer ses voies. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et rien n'est sans appel. Mon époux et moi-même, nous nous attachons à rester dans une posture d'humilité auprès du Créateur afin qu'il lui plaise de nous révéler tout le dépôt qu'il a placé dans nos enfants. Nous les accompagnons au quotidien par l'observation. Nous avons déjà commencé à voir émerger des trésors en chacun d'eux que nous taisons et que nous protégeons par la prière, mais qui sont soigneusement consignés dans nos cœurs, dans les moindres détails. Et le moment venu, nous saurons exactement comment les orienter pour la vie avec un V majuscule. Il y a un proverbe kényan qui résume assez bien, à mon sens, ce principe du potentiel. De plus, ici, chez moi aux Antilles, c'est la saison des mangues. Alors, régalez-vous. Voici le proverbe kényan en question. Tu peux compter le nombre de graines qu'il y a dans une mangue, mais tu ne peux pas compter le nombre de mangues qu'il y a dans une graine. À ceux qui s'estiment édifiés par ce podcast, je me permets en toute liberté de laisser un verset d'encouragement. Il se trouve au psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan s'en va, il s'en va en pleurant, chargé du sac de graines. Il revient en chantant, chargé de sa récolte. J'espère que ces semailles germeront et feront une différence dans votre quotidien en diffusant des graines de vie dans votre environnement. C'était Michaëla Brigaud-Bardon pour Les Petits Commencements, espérant vous offrir un contenu de qualité malgré nos modestes moyens, puisque les autocensures sont celles que l'on s'impose soi-même. Merci encore infiniment, Michael, de la façon dont tu utilises les images pour nous faire appréhender de manière profonde des concepts que nous utilisons dans notre vie quotidienne d'être humain. Vraiment, encore une fois, nous avons été richement édifiés par tout ce que tu as pu développer. Comme dirait une de nos plus fidèles auditrices, tu ouvres des capsules de manière inédite et ça nous pose question, ça nous fait réfléchir, ça nous amène à aller plus en profondeur de notre côté. Et pour ça, vraiment, merci infiniment. Il est vrai que cette question du potentiel nous met en perspective finalement notre place et notre rôle sur cette terre et dans notre vie. Et elle mérite d'être vraiment approfondie, chacun de son côté, pour vraiment en saisir la plénitude. Pour ma part, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous remercie infiniment encore une fois de votre fidélité. N'hésitez pas à liker notre page, à commenter les sujets que nous abordons et à vous abonner pour rester connectés. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!